Mesdames, messieurs, mesdemoiselles également, bonsoir et bienvenue. La thématique du jour n'est autre que vivre en tant que migrant en Mauritanie. Alors, pour en parler dans ce studio, elle va par le nom de Ngone Diom. Elle est la présidente des femmes de la communauté sénégalaise ici en Mauritanie. Et elle est également secrétaire générale de AFEMIMA. Attendez par là, l'association en quelque sorte des femmes migrantes en Mauritanie. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ali. Et puis juste à côté d'elle, il y a également, il est chargé de projet donc sur la documentation. Et c'est à l'OIM, M. Amatso. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ali. Il est journaliste toujours au CRSIDB. Alors, comment ça va, cher ami? Bonjour Ali. Ça va bien? Oui. La première question tout de suite à tout le monde. Et on va voir qui va prendre la parole. Comment les migrants arrivent généralement en Mauritanie et comment sont-ils accueillis? Bon, on va laisser le soin à Madame Goné. Hein. Okay. Voilà, allez-y. Comment généralement les migrants arrivent et quand ils arrivent, comment ils sont accueillis? Alors. Merci Ali pour cette question très pertinente. Les étrangers, les migrants, comment ils arrivent ici en Mauritanie? D'abord, arriver aux frontières, avant tout, il faut fournir tous tes documents complets pour rentrer ici. D'autres, ils rentrent dans ce pays sans aucun document. D'accord. Sans aucun document. Oui. Voilà, donc c'est ce qui va faire peut-être des... On va en arriver d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Alors, au niveau de l'OIM, est-ce que c'est le même constat qu'on a fait? Généralement, nous, la plupart des cas qu'on rencontre, c'est des cas qui viennent ici en situation irrégulière. Ok. Ils n'ont aucun document et l'identification de ces migrants devient très difficile. Alors, pour l'accueil, je pense qu'ils sont bien accueillis. Il y a un concept que l'OIM a développé en 2019-2020, qui est le concept du vivre ensemble, qui consiste un peu à mettre des conditions adaptées pour que les communautés migrantes et les communautés mauritaniennes puissent vivre dans l'harmonie. Ok, voilà. Très bien. Alors je reviens à Madame Goné. Est-ce que ça se passe généralement bien? Bon, parfois ça se passe bien, parfois c'est autrement. Est-ce que les migrants se sentent bien accueillis? Oui. Ils se sentent bien accueillis. Ils se sentent bien accueillis d'une part. D'une part, hein. Oui, voilà. Part. Ok, ça c'est très bien. Alors donc, la question qu'on doit se poser tout de suite, c'est certains d'entre ces personnes-là rentrent sans document, mais c'est pas tout le monde. Bon, avec M. Amat, généralement à l'OIM, on reçoit que des gens qui sont en situation irrégulière. Voilà. Mais quand on est sur le terrain, comment on devient? Qu'est-ce qui amène ces gens-là à être irréguliers sur le terrain mauritanien généralement? Le problème, c'est le renouvellement de la situation. Parce que le régime de visa, il peut durer 2 à 3 mois, mais après 2-3 mois, il faudra renouveler à travers l'obtention d'une carte de séjour. Est-ce que les migrants n'ont pas une certaine réticence envers l'administration? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur? Oui, une certaine peur des migrants. Et voilà, d'accord. Voilà ce qui va m'amener à cette question-là. Est-ce que cette peur n'est pas finalement expliquée? Est-ce qu'elle n'est... Et quand ils arrivent à la frontière, il y a également la barrière linguistique. D'accord. Ça pose un problème. Donc, ils se sentent dépaysés. Alors, ce dépaysement va être un blocage. À ce blocage va s'ajouter également les préjugés sur la Mauritanie. Quand bien même quand ils rentrent en situation régulière, une fois sur le sol, terminé. Ils ne veulent plus être en contact avec l'administration. Il y a ce problème, oui, ce préjugé, cette peur, cette barrière linguistique. Mais il y a aussi les frais de visa. Beaucoup ne veulent pas aussi. Mais est-ce que c'était pas expliqué au fait? Est-ce que c'était pas effectivement un peu cher quand même ce visa? Bon, un peu cher. Bon, les gens. Ou la carte de séjour. Les gens se plaignent tout le temps. Je parle de la carte de séjour. Voilà, c'est ça. Et pour y accéder. C'est vrai que théoriquement les procédures sont simples, mais dans les faits, vous allez voir que c'est compliqué. C'est le parcours du combattant. Vous voyez à côté de la mairie de Tavrazena, des files interminables, et puis avec d'autres personnes qui parfois ne respectent pas la queue, qui passent par d'autres voies. Et donc finalement, au lieu, ça c'est des gens qui travaillent au jour le jour, au lieu d'être sur le chantier quelque part en train de travailler, vous êtes là, vous perdez 1 semaine, 2 semaines, vous courez derrière un papier. Donc ça vous fait perdre de l'argent. Alors, est-ce que vous êtes dans la même vision que Cérès qu'il vient de dire? Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe avec les migrants? Pour les cartes de séjour, les migrants ne refusent pas de le faire. D'accord. Mais les documents à fournir, c'est ça qui
qui est très dur pour certains migrants pour accès à cette carte de séjour. Très bien. Comme ce qu'il vient de dire M. Sidibé, c'est comme ça que ça se passe. Partout, là où tu passes, c'est comme ça. D'accord. Parfois même, tu as tous les documents, tu déposes ta carte de séjour et on te remet jamais le talon. Le talon, c'est-à-dire? On ne te remet jamais la carte. La carte. Oui. D'accord, on te donne seulement un reçu. La quittance, voilà. On te donne la quittance, tu cours derrière la carte pour le recevoir, c'est un tas de problèmes. D'accord. Maintenant, ce qui arrive à quoi? Au fait qu'on est devenu maintenant irrégulier sur le terrain, ce qui va certainement avoir d'autres types d'autres sortes d'exploitation. Par exemple... Oui, mais madame, quand vous avez le talon, la police ne vous arrête pas. C'est une preuve que vous avez... Si tu as le talon, il ne vous arrête pas. Mais si tu as la quittance, ça ne veut rien dire. Ah, voilà encore un autre problème. Si donc, tu as la quittance, quand tu payes l'argent, on te donne une quittance. Cette quittance-là, tu le retiens. Tu marches avec. Ça ne leur dit rien. Tu retournes pour prendre ta carte de séjour, rien du tout, jusqu'à la carte va être diminuée. Oui, parce qu'à un moment donné, je m'étais renseigné, on avait dit qu'il y avait un problème technique pour la délivrance des cartes. Oui, parce qu'il y avait un problème technique au niveau de l'agence, parce qu'ils avaient certaines modifications à faire de manière générale, c'était pour tout le monde. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que l'OIM a compris ça. D'accord. L'OIM a compris qu'il y avait un problème à ce niveau et qu'il fallait faire quelque chose. D'accord. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, en 2020, on a mis en place un accord avec l'agence, la NRTPS, en charge de l'état civil, pour que cette agence... L'OIM a décidé d'accompagner cette agence techniquement et financièrement pour que celle-ci puisse assurer la délivrance des documents individuels. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un projet qui est scindé en deux volets. Le premier volet, c'est l'assistance légale et paralégale. C'est-à-dire qu'on a commis une ONG nationale d'office qui est en charge d'accompagner les migrants à travers les procédures d'obtention de carte de séjour et d'acte de naissance. D'accord. Ça, c'est le premier aspect. J'allais venir aussi. L'autre aspect aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a une réticence à l'égard de l'administration. Il y a une peur. Des peurs des migrants. C'est pourquoi, dans le projet, on a un volet très intéressant, très important de sensibilisation à les accompagner. À les accompagner financièrement. Financièrement, pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité. La question, mais ce que moi je voudrais savoir, est-ce qu'au-delà des problèmes de carte de séjour, il y a d'autres problèmes qui se posent également aux migrants, tels que l'exploitation, par exemple, des migrants dans les ménages, ou bien tout simplement l'exploitation économique même des migrants dans d'autres secteurs d'activité. D'autres formes d'abus. D'autres formes d'abus également. Bien sûr. Voilà. Il y en a plein. Moi, là, je vais prendre l'exemple sur les femmes de ménage. D'accord. Les femmes de ménage, vraiment, ils souffrent. Parce que quand tu vois quelqu'une qui travaille quelque part, tu travailles jusqu'à la fin du mois, on doit te payer et on t'accuse de vol. Ah oui. Ça, aucune ce cas est récurrent. C'est fréquent. C'est fréquent. Nous, tout le temps, on fait des interventions sur ça. D'accord. Tout le temps, on fait des interventions sur ça. Tu vas te traîner dans les commissariats, jusqu'à ce que tu te décourages. Si tu n'as pas quelqu'un qui va venir te soutenir, on va te jeter en prison. Pour certains, on les met à la frontière apparemment. Parce que selon les recherches qu'on a eu à faire, il y a eu des cas comme ça aussi. Il y a beaucoup de cas. Nous, on a fait beaucoup d'interventions. Voilà. Donc, ça dit que les migrants sont sujets vraiment à beaucoup d'abus, selon Madame Ngone Diom. Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'OIM fait quelque chose? Oui. Déjà, il faut comprendre que, par exemple, pour aborder l'exemple qu'elle a pris, concernant les mineurs domestiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réseaux très organisés qui s'occupent de ça. Par exemple, si on prend l'exemple du Mali, on a des mineurs, un nombre de mineurs très important qui viennent ici, qui sont avec des employeurs inconnus et qui sont exploités. Oui, parce que la législation mauritanienne interdit le travail des enfants. Le travail des enfants. Tout à fait. C'est ça. La législation mauritanienne interdit le travail des enfants. Mais le pire dans tout ça, c'est que nous, à l'OIM, on se demande à savoir est-ce que les migrants peuvent aller vers ce qu'on appelle la formalisation des contrats de travail. D'accord. Aujourd'hui, si par exemple vous avez un employeur qui vous fait travailler, vous vous êtes entendu par mois à un salaire par exemple de 60 000. C'est un contrat verbal. C'est un contrat verbal. Un contrat verbal. Il n'y a aucune preuve tangible qui justifie tout ça. Bon, excusez-moi, juste pour l'OIM, qu'est-ce que l'OIM fait? Alors l'OIM a un projet
qui porte sur la traite et les trafics. Vous savez que récemment, il y a 2 projets de loi qui ont été votés. La loi 017 et 018 relative au trafic et au trafic illicite des migrants et à la traite des personnes. Et cette loi, elle garantit un peu la protection des victimes de traite, mais elle garantit aussi les lois relatives à ces thématiques. Ça, c'est au niveau de l'OIM. Au niveau de l'OIM, à accompagner. En fait, l'État mauritanien a des lois conçues justement pour combattre toute forme d'abus et toute forme de maltraitance et d'exploitation de l'homme. Nous avons des lois bien faites, bien ficelées, ça il faut le dire. La législation mauritanienne, sur ce plan, il n'y a pas d'équivoque. Mais vous savez, il y a toujours des gens dans un système qui malheureusement profitent de leur position pour exploiter d'autres. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes donc dans l'obligation d'aller à la fin de cette émission. Je vais demander à chacun rapidement un dernier mot, juste 5 secondes, 5 secondes. On commence par OIM. Juste pour finir, merci beaucoup pour cette opportunité qui nous est donnée. Et comme vous l'avez dit, le temps est très court, on n'a pas pu développer certaines thématiques. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OIM, avec l'agence, ils ont mis un certain nombre de conditions, à savoir, par exemple, il y a l'agence de SEPRA qui est commise pour le traitement des dossiers des migrants, l'agence de SEPRA, et il y a une autre agence de Nouadhibou aussi qui est commise pour ça. Merci beaucoup pour cette opportunité. Comme ce que tu venais de dire, on avait beaucoup de choses à se dire, comme le temps ne nous le permet pas. Bon, peut-être on va faire une autre journée. Ouais, c'est bon. Oui, moi j'allais tout simplement dire que l'OIM, c'est vrai qu'elle communique, très bien d'ailleurs, mais je voudrais qu'elle communique davantage. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et puis bonne journée, à bientôt.